novembre, donc c'était il y a quelques jours, et vous le savez, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Internationale parce que s'il fallait encore s'en convaincre, il n'y a aucune... il y a une constante en fait dans les violences faites aux femmes. Il y a plusieurs constantes, mais parmi elles, celle qu'il n'y a aucune frontière, ni celle de la vie dite intime ou privée, bien sûr, puisque le privé est politique, ni celle des pays. Il se trouve que, Anne Martinet, vous aviez envie de passer un certain nombre de diapositives, donc c'est moi qui vais passer les images. Est-ce que, pendant que je fais défiler les images, vous pouvez nous donner un chiffre qui illustrerait ces violences à l'international, ces luttes y compris, et puis nous dire, puisque c'est ça qui va nous occuper pendant les 20 prochaines minutes, comment le département agit en matière de coopération internationale, avec qui et comment ça marche. Oui, merci Clémence. Juste dire que l'Observatoire il a souhaité, en lien avec le service de coopération internationale, en fait, le rappel, c'est que si les violences faites aux femmes sont de tout temps et en tout lieu, les luttes qui s'organisent, elles sont aussi dans la planète entière. Donc en fait, c'est des images, on aurait pu les commenter, mais on n'a plus le temps. C'est des images de lutte à travers le monde. Il y a partout, autour du 25 novembre, c'est une journée internationale, des luttes qui s'organisent sur le monde entier. Alors un chiffre, puisque tu m'en donnais un, c'est 56% des femmes tuées dans le monde l'ont été par leur partenaire intime ou un membre de leur famille. Et je trouve que c'est un chiffre assez marquant. Peut-être, c'est ça, c'est le plus marquant. 56%. Ouais. Sur la coopération, donc, le département a noué des accords de coopération avec des collectivités locales au Maroc, en Tunisie, en Palestine et au Bénin. Des actions de coopération décentralisées du département ont encouragé pendant plusieurs années des initiatives valorisant la place des femmes dans la société au Maroc, en Tunisie et en Palestine. Et puis, suite à cela, les partenaires de la coopération ont exprimé le souhait de s'engager plus précisément dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en 2018, il y a un réseau entre associations marocaines, tunisiennes, palestiniennes et françaises qui a commencé à se structurer. Son objectif, c'est de pouvoir échanger sur les pratiques professionnelles d'accompagnement, d'amplifier le plaidoyer dans les différents pays pour que les violences soient reconnues et combattues, et puis aussi favoriser la connaissance des droits pour chacun, chacune. Alors, il y a des colloques, des formations, des rencontres internationales qui ont été organisées depuis. La dernière en date a eu lieu en mai 2023 en Palestine, à Jenin, à l'occasion des assises franco-palestiniennes. Et aujourd'hui, ce réseau, il a le souhait de se structurer un peu plus avec l'écriture d'un protocole et d'une charte et un plan d'action sur plusieurs années. Et c'était important pour nous, avec la coopération, de donner la parole à ces femmes et ces associations de Palestine, Maroc et Tunisie. Alors, on a la chance d'avoir Amina qui a pu venir de Tunisie. Les Marocaines n'ont pas pu venir. Et puis, bien évidemment, ça a été compliqué pour les Palestiniennes. Mais on a Sandrine Mansour qui va les représenter, qui va pouvoir porter leur parole. Absolument. Merci beaucoup, Anne Martinet, pour ces précisions. On va donc tout de suite accueillir, si vous le voulez bien, Amina Toussi, qui représente l'association tunisienne La Voix de la Femme. Bienvenue. Bonjour tous et toutes, je suis contente d'être parmi vous et je remercie le département de la Loire-Atlantique de m'avoir permis d'être là aujourd'hui pour manifester, pour m'exprimer dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. Bon, alors je me présente, je suis Madame Soussi Amina. Je suis présidente de l'association La Voix de la Femme qui a vu le jour avec la Révolution en 2011. Bon, nous avons commencé par travailler sur le développement et des acquis en droit de femmes en Tunisie. Nous sommes retrouvés obligés de protéger ces acquis par menace de l'arrivée des islamistes au pouvoir. Nous avons travaillé à côté des femmes des régions rurales qui avaient besoin de nous pour être
encadrés, pour être informés de leurs droits, pour les inciter à participer à ce changement, au développement. Nous avons travaillé sur l'éducation positive pour lutter contre la montée du terrorisme dans les régions rurales. Nous avons travaillé l'éducation positive, elle constituait aussi une prévention contre la violence faite aux femmes. On a travaillé sur la création de générations qui croient à l'égalité de sexe, à la responsabilité et au respect d'autrui. On a créé des maisons de quartier, on a travaillé sur la sensibilisation à la lutte contre la violence faite aux femmes. En 2017, la loi 58 pour la lutte contre la violence faite aux femmes en Tunisie a été promulguée. Et cette année-là, nous avons, avec le soutien du département de la Loire-Atlantique, le gouvernorat et avec l'encouragement de la juge de la famille elle-même, nous avons créé une cellule d'écoute. Et en 2018, nous avons créé un centre d'hébergement pour la femme victime de violence. À cette époque-là, il y avait en Tunisie 3 centres seulement. Il y avait 2 à la capitale. Il y avait celui de Mahdia. On a appelé Aman Mahdia. Aman, ça veut dire sécurité. Mais aujourd'hui, parce que le ministère de la Femme, il est impliqué dans cette cause. Et aujourd'hui, nous comptons 10 centres d'hébergement. Et le ministère compte créer encore, pour l'année prochaine, 14 centres encore. Il projette à créer un centre dans chaque gouvernorat. En Tunisie, nous sommes 24 gouvernorats. Oui, il y a aussi, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui en Tunisie, donc la création de comités de coopération entre les autorités concernées par la protection de la femme victime, la protection et la prise en charge de la femme victime de violence. Nous avons le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, le ministère les autorités judiciaires, santé, et la société civile. Mais aussi le ministère de la Culture et les ministères de l'Éducation comme sujet de prévention. Donc, il est impliqué dans cette lutte. Ces comités se réunissent chaque mois pour voir les obstacles qu'on rencontre pour que les femmes victimes de violences aient leurs droits. Et c'est très important parce que malgré que la loi 58 que j'ai là, qui est, donc je ne peux pas la lire parce que ça va prendre beaucoup de temps, cette loi, elle est considérée comme unique en Tunisie. Elle est très minutieusement faite et complète, si vous voulez, mais malheureusement, elle n'est pas appliquée. Alors, à quoi sert de faire des lois pour ne pas les appliquer? Donc, par manque de conviction de la part des juristes. Donc, ils considèrent que cette loi manque de clarté, elle manque les articles manquent de texte explicatif. C'est ce qu'ils disent. Donc, ce qui fait que on se réunit, on sensibilise, on se rencontre, on organise des rencontres régulièrement en Tunisie pour parler, pour décrire, pour citer des listes, des chiffres, mais on ne se demande pas pourquoi ces femmes n'ont pas leurs droits. Pourquoi est-ce que cette flèche continue à augmenter? Donc moi, personnellement, je trouve qu'il faut insister sur cette question.
Qu'est-ce qui fait que ces femmes n'arrivent pas à survivre à leur détresse? Parce que la violence, c'est une détresse pour la femme victime de violence. Elle se retrouve seule. Donc, en général, les femmes que nous recevons dans le centre, je n'exagère pas quand je dis 70 à 80% retournent chez leur agresseur, par peur de l'avenir, par peur de leur sort, parce qu'elles ont peur de se retrouver sans rien, se retrouver seules face à un avenir qui est ambigu, qui n'est pas clair. Pourquoi? Parce que pour les femmes qui travaillent, donc elles arrivent à survivre, subsister, et elles retrouvent leur chemin avec leurs enfants. Mais les femmes qui n'ont pas de travail, et le mari qui est mis à la recherche, il se cache et il ne paye pas la pension alimentaire. Donc c'est ce qui pousse, c'est ce qui fait que cette femme victime de violence donc, retourne au foyer conjugal pour subir son sort et pour la soumission et pour des fois le risque d'être agressé encore jusqu'à perdre sa vie. Moi, personnellement, je vois que pour lutter contre la violence, pour éliminer, parce qu'on ne peut pas éliminer totalement la violence, ça ne peut pas se faire, pour réduire au maximum la violence, il faut commencer par les tout petits. Commencer par lutter contre la mentalité masculine qui ronge la société depuis, comme elle a dit Christine hier, depuis le Moyen-Âge. Donc, c'est l'homme qui a le pouvoir. Pour lui, la femme, elle lui appartient. C'est sa propreté. Elle est secondaire. Elle doit lui obéir. Elle lui doit le respect. Donc, si elle ne le fait pas, donc elle risque sa vie. Donc, à nous d'apprendre à nos enfants, dès le petit âge, le respect d'autrui, la responsabilité. Avec le dialogue, on peut amener les enfants à devenir, à l'âge adulte, des personnalités stables, des personnalités, je dis stables, pourquoi? Parce qu'effectivement, les agresseurs ne sont pas stables. Donc, c'est des gens qui souffrent d'une mentalité injuste, qui sont perturbés psychologiquement aussi. Donc, avec une génération qui croit à l'égalité de sexe, avec une génération qui respecte l'autre personne qui est de sexe différent, que ce soit sa sœur, que ce soit sa compagne, que ce soit sa camarade de classe. Donc, nous arriverons sûrement à changer cette société. La préparation aussi au mariage pour les jeunes qui comptent se marier, donc pour savoir ce que c'est qu'une vie conjugale, ce que c'est que le respect, qu'est-ce qui les attend. Parce que des fois, donc des jeunes qui se marient hâtivement se retrouvent tout de suite après, même s'ils s'aiment ou se croient s'aimer. Donc, tout de suite après, ils sont... ils se retrouvent au tribunal pour le divorce. Oui, alors je m'arrête là donc, oui, pour laisser la parole à Sandrine. C'est la communication voilà, merci verbale, pour votre écoute. Merci infiniment à vous, Aminatoussi. Merci beaucoup d'être venue. Effectivement, et je vous propose de rester ici. On va accueillir donc Sandrine Mansour, qui est à la fois coordinatrice régionale de la Fédération du planning familial des Pays de la Loire et historienne spécialiste de la Palestine, où par ailleurs elle a de la famille. Elle a accepté de nous dire quelques mots aujourd'hui de l'impact spécifique des crimes de guerre sur les femmes et de la situation des femmes à Gaza. Je pense qu'on peut réapplaudir nos deux invités. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Effectivement, vous savez, je vais répondre à
les phrases qu'on dit, qu'on raconte que les femmes sont capables de faire plus d'une chose à la fois. Ce n'est pas le cas de tout le monde et beaucoup d'entre vous me connaissent comme coordinatrice régionale du planning familial des Pays de la Loire. Mais je suis aussi historienne spécialisée sur la question de la Palestine. J'ai beaucoup travaillé sur les mouvements féministes au Moyen-Orient et en particulier en Palestine. Il faut savoir que la Palestine a une histoire sur le féminisme. La première manifestation contre les violences coloniales, elle date de 1893, au moment où le mouvement sioniste commençait déjà à poser ses jalons en Palestine, ce qui donnera jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui l'expulsion de la majorité de la population, dont ma famille a fait partie, et la poursuite d'une épuration ethnique qui a lieu sous vos yeux dans les caméras d'aujourd'hui. La première association féministe féminine pour les droits s'est créée en 1903 en Palestine, donc c'est pas non plus récent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ces années, y compris tous les congrès féministes qui ont eu lieu, soit en Palestine, soit au Caire, soit au Liban, soit en Syrie, le mot d'ordre était bien évidemment la libération des droits des femmes, et en particulier l'augmentation des places à l'école, les droits politiques également, mais il y avait systématiquement la question essentielle de l'autodétermination du peuple palestinien, seul peuple à qui on a promis oralement l'indépendance de son pays, mais à qui finalement on avait menti puisqu'on l'a donné à un peuple européen, 10 peuples, en tout cas c'était elle qui se présentait, le mouvement sioniste, même s'il était minoritaire, les Juifs d'Europe étant rejetés d'Europe, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça répondait à l'antisémitisme européen pour lequel le monde arabe n'avait pas de responsabilité. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Les femmes sont les premières victimes de cette violence coloniale. Il faut savoir que, certes, il y a de la violence conjugale, comme dans tous les autres pays du monde, mais la première cause de violence est une violence coloniale, une violence de guerre, de harcèlement quotidien, ce soit au checkpoint, de l'interdiction de circuler, l'incapacité d'aller à l'hôpital, l'incapacité d'aller à l'école, de voir mourir ses enfants sous ses yeux, de voir se faire arrêter. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des ONG israéliennes avec lesquelles nous travaillons, 1 million de Palestiniens, je vous entendez bien, sont passés dans les prisons israéliennes, c'est-à-dire des otages, parce que beaucoup sont sans procès, c'est ce qu'on appelle des détentions administratives, ils n'ont pas besoin d'être jugés, ils n'ont pas de recours non plus à des avocats. Donc la situation des femmes est extrêmement grave, que ce soit en Palestine, en Cisjordanie, que ce soit à Gaza où vous voyez les bombardements. J'ai de la famille là-bas, j'ai de la famille à Ramallah et j'ai de la famille aussi dans ce qui est Israël, à Jaffa. Et je vais vous montrer après deux images, puisque ma famille a été chassée en 1948 chez elle. Et on a tout perdu, bien évidemment. On s'est retrouvés réfugiés au début à côté de Ramallah, avant de se retrouver réfugiés en Jordanie et puis après partout dans le monde. Mais la famille qui est à Gaza subit les bombardements. Elles sont réfugiées dans la ville de Gaza pour l'instant. Une partie de notre famille par alliance a été tuée dans les bombardements de l'église orthodoxe il y a bientôt 1 mois. Et ça aussi pour casser les mythes, la question de la guerre entre Israël et la Palestine. Ce n'est pas le Hamas, c'est l'entièreté de la Palestine, puisque la Cisjordanie, et je vais dire 2 mots sur Jenin, et la question de... J'ai perdu le fil. En tout cas, c'est un conflit c'est une guerre, c'est pas un conflit qui vise en fait à réduire la totalité de la population, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Ma famille est chrétienne, ce n'est pas une guerre de religion. Les chrétiens subissent les mêmes exactions, on a eu les mêmes dépossessions. Donc il faut faire attention aussi par rapport à ça, parce que les femmes chrétiennes et musulmanes portent le même fardeau, et c'était très important. Je vais terminer peut-être un petit peu en parlant. Alors, il existe multitude d'associations féminines. J'ai la chance d'avoir accompagné le conseil départemental comme collaboratrice historique et géopolitique depuis le début de sa coopération avec la Palestine sur Marj Ben Amer dans le gouvernorat de Jenin. C'est au nord de la Cisjordanie, c'est le grenier de la Cisjordanie. Avant, il y avait toute la Galilée, mais ça a été pris. Et dans cette région qui est à majorité agricole, il y a donc des coopératives de femmes, il y a donc des actions. Il y a également des actions contre les violences conjugales. Il faut savoir que dans toutes les villes en Palestine, il y a des comités qui se sont créés parce qu'elles ont toujours mené ces doubles combats. Le combat pour le droit à un État indépendant et libre et en même temps le combat pour améliorer et faire avancer les droits.
La première université du Moyen-Orient à avoir ouvert une section sur le genre, c'était à Ramallah en 1985. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une dynamique, mais cette dynamique ne peut pas se développer tant qu'il y aura de l'occupation, de la colonisation et des assassinats tels qu'ils sont vus aujourd'hui sur vos télévisions. Gaza, la moitié de la population, ce sont des femmes, la majorité des jeunes. C'est une catastrophe et il y a un collectif d'avocats qui ont déposé plainte puisqu'il semblerait que le génocide soit caractérisé. Et je cite un collègue historien qui est spécialiste du génocide. Il est israélien, juif, il s'appelle Raz Segal. Donc il est également clair sur ses propos. Et l'épuration ethnique parce que hier, 4 Palestiniens de Jénine ont été assassinés, dont 2 enfants. Il y en a un, c'est le fils d'un collègue du gouvernorat de Jénine. En fait, il allait aider son copain qui venait de se faire tirer une balle par l'armée israélienne, mais gratuitement. Ils sont chez eux, devant leur maison, et il est allé l'aider et il s'est fait assassiner. Donc j'ai eu l'information tout à l'heure. Et c'est tous les jours les exactions, que ce soit sur le camp de réfugiés ou que ce soit contre les villes. L'impossibilité d'accéder à ces terres, l'impossibilité de nourrir correctement sa famille, tout ce que je vous ai cité très rapidement. Mais ça permet de vous donner l'ampleur de la violence vécue par les femmes, une violence qui est aussi un modèle au sens où les femmes résistent. Alors ça va au-delà de la résistance. Et je vais citer Gideon Levy, qui est un journaliste israélien que je suis depuis des années, qui disait en 2006... Pour moi, le peuple palestinien, il parlait des femmes, des hommes, puisqu'il a vécu aussi en Palestine, sont le peuple le plus pacifiste au monde. Parce que pour subir, sans plus de violence, avec pas plus de violence que ça, contre toutes les violences qu'on leur fait subir au quotidien, c'est évident, c'est le peuple le plus pacifiste au monde. Et les femmes jouent ce rôle à reprendre aussi, depuis le 7 octobre, 3000 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie. 3000 de plus, on est quasiment à 10 000. Et ça veut dire aussi des hommes qui ne seront plus présents, des enfants, des femmes. Le plus jeune, la semaine dernière, avait 5 ans. Ils sont arrêtés, y compris avec leur biberon. Je sais que le temps passe. Je voulais simplement dire que pour les mouvements féministes palestiniens, il est clair que la Palestine est un combat féministe. Il faut le savoir, y compris pour le développement durable. Et pour vous montrer la continuité, bon, de loin, mais je sais, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Dans mon premier livre, j'avais figuré cette photo familiale. Ces 4 femmes, elles sont dans ce qu'on appelait la bayara en arabe. C'est notre propriété à Jaffa d'Oranger qui a été rasée. Et il y a ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et 2 tantes. C'était 4 femmes. Elles étaient, voilà, c'était en 1936, c'était avant d'être chassées. Et puis, il y a, en 2018-2019, il y a eu, pour revenir à Gaza et conclure là-dessus, les marches du retour de Gaza. Vous savez, des milliers de gens qui manifestaient le long de la barrière pour réclamer leur liberté. C'est une prison à ciel ouvert depuis des décennies. Et il y a Razan, une infirmière qui était en train de sauver un blessé qui a été abattu par un sniper, comme Shirin Abu Akleh, la journaliste de CNN, de Al Jazeera, qui était assassinée à Jénine. Et donc voilà, c'est tout le même visage. Comme Solidarité Femmes, j'allais dire, c'est tout le même combat, et c'est tout le combat pour la liberté et la dignité du peuple palestinien. Merci infiniment, Sandrine Mansour.